Merci de me faire l'honneur de présenter le résultat de mes recherches doctorales dans cette prestigieuse salle 102. Alors, la thèse que j'ai réalisée sous la direction du professeur Étienne Pateau a pour titre « La neutralité de la règle de conflit de loi ». Alors, par souci de cohérence et de clarté, j'ai décidé de vous la présenter en intégralité, de façon linéaire, au risque, hélas, d'en survoler certains aspects. Le point de départ de ma réflexion réside dans le double étonnement que j'ai toujours éprouvé à constater que la doctrine présentait unanimement la règle de conflit de loi classique en termes de neutralité. D'une part, pourquoi qualifier une telle règle de neutre? Pourquoi ne pas dire, ce qui est d'ailleurs parfois le cas, qu'elle est indirecte, secondaire et surtout indifférente, dans la mesure où la neutralité en la matière est définie comme l'indifférence à l'issue matérielle du litige. D'autre part, pourquoi réserver ce qualificatif de neutre à la seule règle de conflit de loi classique et non à d'autres types de règles de droit international privé? Disons-le d'emblée, je crois que le recours systématique au terme de neutralité pour décrire la règle de conflit de loi classique et elle seule s'explique par un glissement sémantico-idéologique opéré de façon plus ou moins impensée par la doctrine, de la neutralité entendue comme indifférence à l'issue matérielle du litige, à la neutralité entendue comme absence de valeur. Dit autrement, confondant plus ou moins consciemment le discours du savant et celui du politique, autrement dit le discours descriptif et le discours prescriptif, la doctrine assimile neutralité-indifférence et neutralité axiologique. Pour comprendre comment un tel glissement s'explique, il faut relire, me semble-t-il, les grands auteurs de la doctrine de droit international privé, depuis Zavini en Europe et Story aux États-Unis. La lecture des grands auteurs permet en effet de comprendre combien la neutralité, entendue dans ce double sens de neutralité-indifférence et de neutralité axiologique, a pu structurer les grands débats de politique juridique en droit international privé. Plus précisément, le concept de neutralité, concept épais, concept lourd, bien qu'il constitue l'un des impensés, l'un des grands impensés, me semble-t-il, du droit international privé, permet de fournir une grille de lecture originale et nouvelle des querelles juridiques en droit international privé quant à la meilleure méthode de résolution des conflits de loi. En effet, en plus de pouvoir lire les dites querelles d'après le caractère particulariste ou non, nationaliste ou non, privatiste ou non, conflictualiste ou non, des règles de droit international privé, il est possible, d'après moi, de les lire d'après le caractère neutre, neutraliste ou non des dites règles. Dans une telle perspective, la règle de conflit de loi bilatéral, instrument classique de résolution des conflits de loi, est alors doublement neutre, vous l'avez compris, à la fois neutre indifférente à l'issue matérielle des litiges et axiologiquement neutre. Au contraire, tous les autres types de règles de droit international privé, eux, refusent cette neutralité. Pour résumer l'opposition entre les partisans de la règle de conflit de loi classique et ses opposants, il est dès lors possible de dire ceci. Tandis que les partisans de la règle de conflit de loi savinienne la louent pour sa neutralité-indifférence impliquant sa neutralité axiologique, ses détracteurs la critiquent pour la même raison. Dit autrement, tandis qu'elle est bonne pour les uns en raison de sa scientificité, elle est mauvaise pour les autres en raison de son caractère apolitique. Or, si une telle bipartition est bien commode pour structurer les débats autour de la meilleure méthode de résolution des conflits de loi, il n'en demeure pas moins qu'un tel glissement sémantico-idéologique de la neutralité-indifférence à la neutralité axiologique n'a pas lieu d'être. Ceci étant dit, cela ne veut pas dire pour autant que le vocable de neutralité mérite de disparaître de la science du droit international privé, au contraire. À ce stade de la réflexion, vous l'aurez donc compris, il est désormais possible d'exposer la structure de la thèse. Nous montrerons d'abord que la neutralité de la règle de conflit de loi est un mythe qui mérite d'être déconstruit. Ceci étant dit, toute déconstruction n'ayant de pertinence que si elle est suivie d'une reconstruction, nous montrerons ensuite qu'il est possible, au moyen d'un changement de paradigme, de redonner toute sa pertinence à l'idée de neutralité en droit international privé. Ainsi, si le premier temps de ma démarche relève d'une pratique de science du droit, le second temps relève d'une pratique de juriste.
Commençons par déconstruire, c'est-à-dire par défaire par l'analyse, le mythe de la neutralité de la règle de conflit de loi, qui consiste, vous l'avez compris, en l'assimilation de la neutralité axiologique à la neutralité indifférence. Cette déconstruction prend deux formes. Une déconstruction par la négative, qui montre qu'il est théoriquement impossible que les règles de conflit de loi bilatérales soient neutres, et une déconstruction par la positive, qui montre que les règles de conflit de loi classiques sont bien porteuses de valeur, autrement dit, sont axiologiquement significatives. D'abord, comment démontrer l'impossibilité théorique de la neutralité axiologique de la règle de conflit? L'argument le plus fondamental permettant d'y répondre est le suivant. Toute règle de droit, même secondaire, selon la terminologie de Hart, comme la règle de conflit de loi, toute règle est le produit de la volonté de l'auteur du droit et non le produit de sa connaissance. Précisons que dire que le droit est le produit de la volonté de son auteur ne signifie pas que le droit échappe au domaine de la raison. Cela veut seulement dire qu'il relève non pas de la déduction savante, mais de la décision politique, autrement dit que le droit est une production raisonnable et non pas une production rationnelle. Or, revenons à l'auteur du droit. Qui est-il? On pourrait parler, de façon unitaire, de la figure du jurislateur. Mais concrètement, force est d'admettre que le droit est, selon la formule de Henri Gouillet, reprise par Olivier Kella, un art à deux temps dans lequel deux volontés interviennent successivement, d'abord celle du législateur, puis celle du juge qui, dans une perspective réaliste, est le véritable auteur de la loi, selon la formule de Michel Tropper. Ainsi, en tant que sous-produit de la volonté du législateur et produit fini de la volonté du juge, aucune règle, pas même la règle de conflit de loi, ne saurait être tenue pour axiologiquement neutre. Envisageons d'abord les choix opérés par le législateur. Tous les choix auxquels il procède, même s'ils peuvent apparaître comme techniques de prime abord, sont immanquablement politiques et dès lors axiologiquement significatifs. Certains choix sont nécessaires pour le législateur. Nécessaire dans le sens où, pour qu'il y ait formulation d'un énoncé porteur d'une règle de conflit de loi, il faut bien associer toujours deux choses, au minimum, un critère de rattachement et une catégorie juridique. En ce qui concerne la catégorie juridique, trois arguments, principalement, permettent de montrer en quoi aucune règle de conflit de loi ne saurait être tenue pour axiologiquement neutre. Tout d'abord, la positivité du droit, c'est-à-dire son caractère situé dans le temps et dans l'espace. Si l'on regarde par exemple l'évolution du droit international privé français, on peut constater une tendance à l'éclatement des catégories, qui a nécessairement une signification politique. De même, si l'on fait une étude de droit comparé, on peut constater que les catégories ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Deuxième argument, celui de la raison du droit. Si le droit est bien un outil, c'est-à-dire un instrument, une chose qui sert à quelque chose, il a nécessairement sa raison d'être qui est sa finalité, et sa finalité concrète, c'est son auteur, le législateur, pour le moment, le juge ensuite, qui la fixe par sa propre volonté en fonction des objectifs politiques qu'il poursuit. La quantité des catégories, et plus encore la qualité des catégories, le montre. Pensons par exemple aux catégories mariage homosexuel, qui se sépare de la catégorie mariage, ou contrat de travail, qui se sépare de la catégorie contrat. Enfin, la nature du droit international privé contraint le législateur à faire des choix politiques, puisqu'il est obligatoirement conduit à élargir les catégories du fort, les catégories internes du fort, à déformer certaines catégories et, par-dessus tout, à accueillir des institutions qui lui sont par définition étrangères et inconnues. En ce qui concerne le critère de rattachement, même si on pourrait évidemment retenir le même genre d'argument, il est possible d'en présenter d'autres qui montreront qu'aucune règle de conflit de loi ne peut être axiologiquement neutre. D'abord, pour chaque catégorie juridique, il existe toujours une multiplicité de critères de rattachement possibles, ce qui tend à montrer que le législateur doit toujours justifier son choix, au moins inconsciemment. Par ailleurs, on voit parfois que le législateur hiérarchise les critères en proposant une cascade de critères, ce qui montre bien qu'axiologiquement, il trouve que certains sont supérieurs et plus pertinents que d'autres. Enfin, lorsque le législateur renonce à fournir un critère, en s'appuyant donc sur le principe d'autonomie, il fait évidemment preuve d'un choix politique fort. Voilà pour les choix nécessaires du
législateur. D'autres choix sont contingents, en ce que le législateur pourrait choisir de ne pas y procéder en déléguant cette tâche au juge, sans pour autant que disparaisse l'énoncé porteur d'une règle de conflit de loi. À ce propos, on pourrait parler notamment du renvoi et du conflit mobile. Je ne prendrai que l'exemple du renvoi. De façon générale, 3 arguments existent en faveur du renvoi, un argument dit logique, un argument dit juridique, et un autre dit pratique. Ces 3 arguments se présentent en grande partie comme techniques, et pourtant, il n'y a en vérité aucune réponse déductible, chaque argument étant tout à fait réversible, il y a donc uniquement un choix politique à faire. C'est d'ailleurs ce que disait Hans Kelsen en 1957, choquant par là Henri Battifolle, par la froideur de sa démarche uniquement scientifique positiviste. Voici ce qu'écrivait, je tiens à le citer, Pierre Gotteau à ce propos, je cite, « Kelsen conclut « La question de savoir laquelle de ces 2 possibilités, exclure ou admettre le renvoi, est préférable, est une question de politique juridique. De ce point de vue, 2 solutions sont possibles, sans ajouter le moindre argument qui pourrait incliner vers le rejet ou l'admission. » J'avoue là-dessus avoir évidemment une position kelsenienne. En ce qui concerne le conflit mobile, dans la mesure où le même genre d'argument est tout à fait mobilisable, je n'approfondirai pas ce point. À présent, étudions les choix effectués par le juge dans la création de toute règle de conflit de loi. Le juge peut procéder lui aussi à 2 types de choix. Certains sont des choix d'interprétation, qui sont sous-déterminés par l'énoncé législatif porteur de la règle de conflit de loi. D'autres choix sont des choix de création du droit, indéterminés donc par l'activité du législateur. Et dans les 2 cas, ces choix sont guidés nécessairement par des considérations axiologiques. Concernant les choix d'interprétation, certains concernent la catégorie de rattachement, évidemment. Il faut d'abord faire un choix méthodologique quant à la méthode de qualification, l'égéphorie, l'égé causé, au regard du droit naturel, et ainsi de suite. Il faut également faire un choix linguistique quant à la signification de la catégorie posée par le législateur. Comment distinguer, par exemple, un contrat d'un délit? D'autres choix d'interprétation concernent le critère de rattachement. Que signifie le critère lui-même? Exemple en matière de contrat de travail, de ce point de vue-là hautement significatif. Que signifie également la loi désignée par le critère de rattachement? Le juge doit ainsi procéder à un critère définitionnel afin de décider si la loi étrangère n'est que l'énoncé législatif étranger, c'est-à-dire la source formelle du droit étranger, ou s'il s'agit du droit étranger lui-même. Et si, de façon idéaliste, la loi étrangère semble désigner le droit étranger, une analyse réaliste tend plutôt à montrer le contraire. En outre, le juge doit faire également le choix d'un critère existentiel permettant de déterminer quelle loi étrangère appliquer, quelle loi étrangère est du droit, celle du nouveau régime politique ou celle de l'ancien. Et si l'option normativiste, et ainsi conservatrice, dans la mesure où elle se fonde sur les critères de la validité du droit, est envisageable, il semblerait que le juge français ait fait le choix de l'option réaliste et révolutionnaire qui se fonde sur le critère de l'effectivité du droit. Passons à présent au choix de création, et non plus d'interprétation, opéré par le juge. Certains choix se font aux côtés de la loi, pourrait-on dire, ce qui signifie que le juge y procède lorsque le législateur a fait le choix de ne pas y procéder lui-même. Les choix effectués, c'est-à-dire ceux notamment quant au renvoi et au conflit mobile, relèvent des mêmes considérations qu'ils soient effectués par le juge ou le législateur, je ne m'y attarderai donc pas. En revanche, disons un bref mot des choix effectués par le juge en dehors de la loi, qui trahissent quant à eux inévitablement l'existence de considérations axiologiques dans l'élaboration des règles de conflit de loi. La question de l'office du juge, par exemple, le montre bien, et plus encore, l'existence de mécanismes correctifs à la mise en œuvre de la règle de conflit de loi qui vont à l'encontre de la lettre de la loi, comme l'adaptation et la substitution, le montre plus encore. Le droit international privé, à cet égard, n'est pas seulement technique, mais bien hautement politique en termes de fond. Maintenant que nous avons démontré par la négative qu'aucune règle de conflit de loi classique ne saurait être tenue pour axiologiquement neutre, montrons par la positive, cette fois,
que les règles de conflit de loi sont bien porteuses de valeur, en dépit de leur indifférence à l'issue matérielle du litige. Que signifie étudier les valeurs des règles de conflit de loi et plus largement du bilatéralisme? Simplement, cela signifie étudier les fins que poursuit et atteint le législateur lorsqu'il adopte de telles règles. L'étude des valeurs des règles de conflit de loi peut suivre deux approches. La première consiste à étudier les valeurs qui sont communes à toutes les règles de conflit de loi, et la seconde consiste à étudier les valeurs du bilatéralisme pensé comme système, c'est-à-dire comme ensemble homogène de résolution des conflits de loi, dont les valeurs d'ensemble sont différentes des valeurs de ses composantes, que sont les règles de conflit de loi. Commençons par les valeurs communes à toutes les règles de conflit de loi. Disons-le d'emblée, la valeur centrale des règles de conflit de loi bilatérales, c'est-à-dire la valeur que toutes les règles de ce type ont en commun, notamment au regard des règles qui les concurrencent de plus en plus dans le droit positif actuel, c'est l'isonomie, c'est-à-dire l'égalité devant la loi, tant dans son élaboration que dans son application. En allant plus loin, mais de façon synthétique, on pourrait dire que chaque règle de conflit de loi poursuit les valeurs suivantes. D'abord, l'isonomie, dans ces deux dimensions, est ainsi une forme classique de démocratie. Ensuite, une vision traditionnelle du droit, fondée sur l'existence d'un tiers indépendant et impartial, garant de l'existence d'un droit commun, ce tiers étant le législateur. Également, une vision de la société politique plutôt communautarienne, dans laquelle les individus sont à égalité devant la loi, afin qu'ils demeurent tous également libres, car si certains sont plus libres que d'autres, assurément, la valeur de liberté disparaît tout autant que celle d'égalité. Enfin, dernière valeur, une véritable internationalité, je mets un tiret entre inter et nationalité, puisque en faisant la promotion de communautés normatives abstraites, le législateur qui pose des règles de conflit de loi classiques procède à une reconnaissance par principe de l'existence d'autres communautés étatiques que celle du fond. Ainsi, chaque règle de conflit de loi garantit donc que la loi soit la même pour tous. Mais ce tous n'est pas toujours le même, et je vais essayer très brièvement d'en brosser une typologie. Il y a d'abord les règles de conflit de loi qui promeuvent la communauté étatique, c'est-à-dire qui font la promotion d'un idéal communautarien au sein d'un État. Parmi ces règles, certaines garantissent l'isonomie au sein de la population étatique. D'autres règles garantissent l'isonomie sur le territoire étatique. Au-delà de ces règles promouvant la communauté étatique, il y a aussi des règles de conflit de loi qui servent à protéger des communautés qu'on pourrait qualifier d'intra-étatiques, puisqu'en ce sens qu'elles sont rattachées à l'État sans concerner tout l'État, qui servent à protéger de telles communautés de deux types de maux. Certaines règles visent à protéger des communautés intra-étatiques juridiquement défavorisées. Pensons à la règle de conflit de loi existant en matière de contrat de travail. D'autres règles visent à protéger des communautés intra-étatiques socialement défavorisées. On peut penser par exemple aux créanciers d'aide. En somme, nous avons compris à présent que la valeur centrale des règles de conflit de loi bilatérales était l'isonomie. C'est une valeur forte, assurément. Ceci étant dit, la portée de cette valeur, la valeur de cette valeur, si on veut, tend en pratique à s'amenuiser dans la mesure où les règles de conflit de loi sont de plus en plus fréquemment concurrencées par des règles de droit international privé porteuses d'autres valeurs. Plus précisément, ces règles concurrentes, dans une perspective libertarienne plutôt que communautarienne, prônent l'autonomie plus que l'isonomie et substituent à l'idéal du tiers commun législateur celui de la convention autonome ou de l'individu roi. En somme, la maxime « la loi est la même pour tous » tend à céder le pas à la maxime « à chacun son droit », que le droit soit objectif ou subjectif. Ces règles, vous l'aurez deviné certainement, qui concurrencent de plus en plus les règles de conflit de loi classiques, sont d'une part celles fondées sur le principe d'autonomie, et d'autre part celles fondées sur l'idée de reconnaissance. Tentons d'esquisser les valeurs véhiculées par ces deux types de règles. Commençons par le principe d'autonomie. Il est possible de dire qu'il véhicule des valeurs contraires à celles portées par la règle de conflit de loi classique,
Plus précisément, en termes axiologiques, on peut même dire, me semble-t-il, que le principe d'autonomie est la négation de la règle de conflit de loi classique, puisque le principe d'autonomie va contre l'isonomie, contre l'idée d'égalité devant la loi, contre l'idée de communauté, contre l'idée d'État, et ainsi de suite. Mais, pourrait-on dire, le principe d'autonomie ne poursuit-il pas une valeur positive, à savoir la liberté, ou de moins une forme nouvelle de liberté? À cette question, selon nous, la réponse ne saurait qu'être négative, car pour que la liberté soit une valeur, il faut qu'elle soit la même pour tous, c'est-à-dire qu'elle s'accompagne de l'égalité. Et si le principe d'autonomie promeut la liberté, c'est donc une forme, sinon dévoyée, du moins tout à fait originale, de liberté. Notons enfin qu'avec le principe d'autonomie, le droit devient une chose disponible sur le marché, le législateur encourageant lui-même le law shopping. Quant à la reconnaissance, si elle ne cherche pas à garantir une quelconque forme d'isonomie, et là-dessus l'analyse est la même qu'à propos du principe d'autonomie, elle poursuit quant à elle des valeurs positives, c'est-à-dire qu'elle cherche à faire quelque chose et pas seulement à défaire quelque chose. Elle cherche en effet à garantir la continuité et la permanence des situations. Elle cherche aussi à assurer l'unité de l'identité de chaque individu. En bref, si toutes les règles de conflit de loi sont l'incarnation de valeurs isonomiques et partant démocratiques et communautariennes du droit, force est de constater que leur empire décline au profit de règles qui ont pu être qualifiées, notamment par Patrick Kinch, de néolibérales. À présent, nous allons montrer que le bilatéralisme comme système est également porteur de valeurs, au contraire d'autres systèmes types de droit international privé. Alors, quelles sont les valeurs d'un tel système? Annonçons d'emblée qu'il en est de deux types. D'une part, des valeurs juridiques, en ce qu'elles surgissent à l'occasion des litiges, et d'autre part, des valeurs politiques, en ce qu'elles sont visibles en dehors du litige. Commençons par les valeurs juridiques du bilatéralisme. D'un point de vue conséquentialiste, tout système bilatéraliste parvient à satisfaire des intérêts personnels concrets, c'est-à-dire les intérêts de certaines personnes identifiables. Plus précisément, le bilatéralisme est le seul système type de droit international privé à satisfaire tant les intérêts des jurislateurs personnes publiques que ceux des justiciables personnes privées et que ceux de la société internationale, qu'elle soit pensée de façon publiciste à la Batifolle ou de façon plus privatiste à la Kegel. Satisfaire les intérêts de ces trois personnes à la fois signifie garantir de façon équitable la sécurité juridique pour chacun, entendue comme la prévisibilité des solutions. Certes, d'autres systèmes que le bilatéralisme peuvent satisfaire les intérêts privés, comme le système type fondé sur des règles matérielles internationales, comme le système type fondé sur le principe d'autonomie, comme le système type fondé sur l'idée de reconnaissance. Ceci étant dit, seuls deux systèmes satisfont de façon égalitaire, prévisibilité des solutions et pour les jurislateurs personnes publiques et pour les justiciables personnes privées, ces deux systèmes étant le système bilatéraliste d'une part et le système fondé sur des règles matérielles internationales. Alors, comment distinguer les deux? Seul le système bilatéraliste satisfait en plus les intérêts de la société internationale. Et ce précisément parce qu'il tient compte de la diversité des ordres juridiques, alors que le système fondé sur des règles matérielles internationales, lui, se désintéresse de cette diversité, ou plutôt cherche à l'évacuer, puisque, dit autrement, tandis que le bilatéralisme perçoit l'internationalité comme une internationalité, le système fondé sur des règles matérielles internationales conçoit l'internationalité comme une mondialité ou comme une outre-nationalité. En bref, le bilatéralisme est le seul système type de droit international privé qui satisfait les intérêts des trois personnes que sont les justiciables personnes privées, les jurislateurs personnes publiques et la société internationale. Par ailleurs, au-delà d'intérêts personnels que le bilatéralisme satisfait d'un point de vue conséquentialiste, donc, le bilatéralisme cherche également, d'un point de vue intentionnaliste, à satisfaire, sans y parvenir véritablement, certains intérêts normatifs abstraits.
Ces valeurs étant peu effectives, nous n'en dirons qu'un mot. Ainsi, le bilatéralisme cherche toujours à assurer l'harmonie des solutions, chose qui paraît, en l'absence de législateur international, relativement inatteignable. Reste alors à se rabattre sur la coordination des ordres juridiques, mais à vrai dire, tout système type de droit international privé en dehors du système fondé sur des règles matérielles internationales, autrement dit tout système type raisonnant selon le modèle du conflit de loi, concourt à la coordination des ordres juridiques. Alors certes, d'après Pierre Mayer, le bilatéralisme est le système type qui parvient le mieux à la coordination des ordres juridiques. Mais après tout, cette valeur n'est pas propre au bilatéralisme, mais commune à tous les systèmes types de droit international privé. Passons à présent aux valeurs politiques portées par le bilatéralisme. Pour connaître ces dernières, nous proposons une grille d'analyse en triptyque permettant d'évaluer le droit international privé en le comparant au droit constitutionnel. Alors pourquoi un tel parallèle? Pour trois raisons. La première raison, c'est la communauté d'objets qui existe entre le droit international privé et le droit constitutionnel. En effet, les deux traitent essentiellement de l'autre au sein de l'ordre juridique en droit constitutionnel et l'autre en dehors de l'ordre juridique en droit international privé. Dans les deux cas, la question est de savoir qui fait le droit et pour qui. Autre raison, la structure commune du droit constitutionnel et du droit international privé. Si l'un et l'autre peuvent être constitués en partie de normes primaires, les deux reposent nécessairement sur des normes secondaires, autrement dit des normes de production de normes, qui déterminent comment trancher indirectement des litiges. Enfin, troisième raison, la finalité commune au droit constitutionnel et au droit international privé. Cette finalité commune, c'est la poursuite d'une justice formelle, c'est-à-dire d'une justice dont la teneur matérielle n'est pas prédéterminée. La question est en effet celle de la répartition des pouvoirs. En termes de démocratie, la question de l'isonomie. Le droit est-il le même pour tous? Qui est son producteur et qui est son destinataire? Pour ces raisons, nous allons donc comparer droit constitutionnel et droit international privé en proposant deux tripartitions fondées à chaque fois sur le concept de démocratie et prenant la forme d'une échelle du libéralisme. Nous allons voir qu'il est possible d'identifier dans les deux cas trois modèles de justice démocratique, formels, les modèles, un modèle illibéral, un modèle libéral et un modèle outre-libéral. Commençons par la matière constitutionnelle. Le modèle illibéral est celui de la démocratie de combat, pensée en leur temps par Carl Schmitt, Karl Loewenstein, et aujourd'hui par des gens même en dehors du droit, comme Vievyorka ou l'historien Fritsch. Dans un tel modèle, il y a dans la Constitution des règles matérielles, et il en découle que l'isonomie est de mise, mais que tout dans la loi ne sera pas possible, puisque les lois devront respecter certaines règles matérielles contenues dans la Constitution. Le type de justice recherchée est une justice évidemment en partie formelle, mais en partie matérielle, et pour les individus, le droit constitutionnel, la Constitution, n'est donc pas qu'un contenant, mais également un contenu. Le modèle libéral, lui, est celui de la démocratie libérale, pensée par philosophie Catherine Audard, ou par le droit Joseph Raz, mais surtout Hans Kelsen. Dans un tel modèle, la Constitution est constituée de règles formelles, l'isonomie en découlera évidemment, sachant que tout sera possible en revanche, en termes de contenu. La justice recherchée est formelle, procédurale, et pour les individus, la Constitution est un contenant. Enfin, dernier modèle, le modèle outre-libéral, ou plutôt les modèles outre-libéraux, ceux de la démocratie postmoderne, que pourrait prendre ce qui serait une démocratie postmoderne, il y en a deux à mon avis, un constitutionnalisme multiculturaliste, et qui n'existe pas en pratique d'ailleurs, et un minarchisme pensé à la manière de Nozick. Alors, dans un tel modèle, la Constitution est faite de normes formelles. Il n'y a évidemment pas d'isonomie du tout, ce n'est pas recherché. Tout est possible, mais tout est possible à l'intérieur de groupes,
ou pour chaque personne. Autrement dit, il n'y a pas une justice qui est recherchée, mais des justices formelles qui peuvent être tantôt tribales, tantôt individuelles. Et évidemment, pour les individus, la Constitution n'est qu'un contenant. Tout est possible, bien évidemment. En ce qui concerne le droit international privé, le même triptyque peut être proposé, à vrai dire, tout en précisant que mon triptyque est différent de celui proposé par Horace Murwatt, dans la mesure où, contrairement au sien, le mien ne constitue pas une échelle du progrès. À nouveau, il y a donc 3 modèles, les voici. Le modèle illibéral est celui de ce qu'on pourrait appeler un droit international privé combattant, qui serait composé de règles matérielles internationales ou de règles unilatérales, notamment la loi de police. Et dans un tel modèle, de la même façon, nous aurions des règles, des normes matérielles, l'isonomie serait évidemment de mise, la justice recherchée serait une justice matérielle, essentiellement une justice de fond, de droit privé matériel, et pour les individus, le droit international privé serait essentiellement donc un contenu. Le modèle libéral est celui, vous l'aurez compris, du droit international privé bilatéraliste, qui est composé donc de normes formelles, qui favorise évidemment l'isonomie, dans lequel la justice recherchée est formelle, justice procédurale, une justice de droit international privé, et ce qui fait donc que pour les individus, le droit international privé est un contenant. Enfin, dernier modèle au pluriel d'ailleurs, les modèles outre-libéraux, qui sont donc 2, celui qui serait un modèle autonomiste, fondé sur le principe d'autonomie, et celui qui serait le modèle recognitiviste, fondé sur la reconnaissance. Dans ce cas-là, les normes de droit international privé seraient formelles, l'isonomie ne serait pas de mise, la justice recherchée serait formelle, ou plutôt serait constituée de justice formelles au pluriel, qu'elle soit conventionnelle dans un cas ou individuelle dans l'autre, et du point de vue des individus, le droit international privé serait un contenant et non pas un contenu. Alors, excusez-moi d'être allé aussi vite, hein, évidemment, mais vous avez des petits tableaux pour ça, si vous voulez les regarder. Pour résumer cela, disons que, en somme, du point de vue politique formel, le bilatéralisme est le système qui incarne le mieux les valeurs de la démocratie libérale, au contraire du système matérialiste et du système unilatéraliste qui incarne plutôt une démocratie libérale, tandis que l'autonomisme et le recognitivisme incarnent plutôt une démocratie outre-libérale. Voilà donc terminée la phase de déconstruction du mythe selon lequel la règle de conflit de loi classique serait non seulement neutre, indifférente à l'issue matérielle du litige, mais également axiologiquement neutre. Reste à présent à montrer que la neutralité, même si elle est dépossédée désormais de son ambiguïté sémantique, qui était si commode dans les débats de politique juridique à propos du droit international privé, mérite, d'un point de vue heuristique, de conserver sa place dans le vocabulaire de la science du droit international privé. C'est au prix d'un changement de paradigme que nous allons l'expliquer. Voici le changement de paradigme que nous proposons. Le paradigme ancien que nous renversons est celui qui assimile, vous l'avez compris, neutralité indifférence et neutralité axiologique, opposant ainsi d'un côté règles de conflit de loi classique et bilatéralisme qui seraient neutres, dans ce double sens, à toutes les autres règles et à tous les autres systèmes types de droit international privé qui ne le seraient pas. Le paradigme nouveau que nous proposons de construire repose au contraire sur l'idée que la neutralité indifférence, loin d'être l'apanage de la seule règle de conflit de loi classique, caractérise au contraire l'ensemble des règles de droit international privé et même l'ensemble des systèmes types de droit international privé. Perçue de la sorte, la neutralité indifférence n'est donc plus une notion absolue, il ne s'agit pas d'être neutre ou de ne pas l'être, c'est une notion relative d'intensité variable, et il s'agit simplement de voir à quel point telle règle ou tel système de droit international privé est neutre. Pour aboutir à un tel changement de paradigme, il faut suivre une démarche lexicographique, c'est-à-dire qu'il faut tester la pertinence de toutes les significations possibles du mot neutralité lorsqu'il prétend décrire une règle de droit international privé ou un système de droit international privé. Et ce n'est qu'ensuite, une fois établi l'unique sens pertinent dans toutes les situations, qu'il est possible d'établir une échelle de la neutralité en droit international privé, la dite échelle constituant l'outil de formalisation du nouveau paradigme de la neutralité en droit international privé.
Alors, dans le cadre du travail lexicographique d'élucidation de la signification du mot neutralité, il convient d'abord d'étudier les différentes règles de droit international privé avant d'étudier ensuite les différents systèmes types de droit international privé. Alors commençons par voir quelles pourraient être les différentes significations de la neutralité lorsque ce mot prétend décrire des règles de conflit de loi, qu'elles soient classiques ou non à présent. 7 significations sont envisageables, dont une seule, à vrai dire, sans surprise, est commune à toutes les règles de conflit de loi, à savoir la neutralité-indifférence à l'issue matérielle du litige, quand bien même cette neutralité sera une notion d'intensité variable. Quelles sont les 6 autres significations qu'il faut malgré tout expliquer? Il y en a de 2 types, à vrai dire. Il y a d'une part ce qu'on peut appeler des neutralités actives ou agissantes, lorsque le législateur cherche à agir positivement, bien qu'indirectement, sur l'issue matérielle du litige. Et il y a d'autre part des neutralités passives ou abstinentes, lorsque le législateur cherche au contraire à se retenir d'agir sur la détermination de la solution du litige. Il y a 3 neutralités agissantes. De la plus agissante à la moins agissante, il y a d'abord la neutralité matérialisante, qui caractérise les règles de conflit à coloration matérielle, donc un rattachement à cascade ou un rattachement alternatif, et qui vise à corriger une injustice matérielle, à savoir une situation juridique matériellement injuste. Il y a également la neutralité neutralisante, qui caractérise les règles de conflit de loi qui sont en concurrence avec le principe d'autonomie, on parle alors de règles combinatoires en général, et qui vise à corriger une injustice structurelle, à savoir une inégalité juridique et socio-économique. Enfin, il y a une neutralité autocorrectrice qui caractérise les règles de conflit de loi issues de la mise en œuvre de la clause d'exception qui vise à corriger une injustice formelle, à savoir une forme d'incongruité ponctuelle du critère objectif de désignation de la loi applicable. De la même manière, il y a également 3 neutralités abstinentes. De la moins abstinente à la plus abstinente, on peut commencer par la neutralité législative ou neutralité respect du législateur étranger, qui caractérise les règles de conflit de loi unilatérales, pensées à la manière de Goto, car dans cette situation, le législateur abandonne partiellement une partie de sa mission de producteur de la loi au profit du législateur étranger. Respect du domaine de chaque loi. Autre neutralité abstinente, la neutralité juridictionnelle ou neutralité casuistique, qui caractérise les règles fondées sur le pur principe de proximité, et car dans cette situation, le législateur délègue le plus possible sa mission au juge. Enfin, la neutralité juridique ou neutralité d'émission ou abandon, si l'on veut même, qui caractérise les règles fondées sur le principe d'autonomie. Dans cette situation, en effet, le législateur abandonne sa mission de production du droit au justiciable. Quoi qu'il en soit, même si chaque type de règle de conflit de loi, classique ou non, peut donc être qualifié de neutre en un sens qui lui est propre, toutes les règles de conflit, qu'elles soient bilatérales, unilatérales, proximistes, autonomistes, etc., peuvent être qualifiées de neutres dans un sens qui leur est commun, celui de neutralité au sens d'indifférence à l'issue matérielle de litige. Et si le législateur fait preuve de plus ou moins de neutralité selon la règle de droit international privé qu'il adopte, plus il agit, vous l'avez compris, moins il est neutre, et plus il s'abstient, plus il est neutre, il fait de toute façon toujours preuve d'une certaine indifférence à l'issue matérielle du litige. C'est la raison pour laquelle seul ce sens de la neutralité reste pertinent pour décrire toutes les règles de conflit de loi, quand bien même ce sens serait d'intensité variable. À dire vrai, il en est de même pour les systèmes types de droit international privé. Plusieurs significations à nouveau de la neutralité peuvent être relevées, mais encore une fois, la seule pertinente, toujours d'intensité variable, est celle de l'indifférence à l'issue matérielle du litige. Raisonnons cette fois système type par système type. Commençons par le système type matérialiste, celui fondé sur les règles matérielles internationales. Assurément, il n'est pas neutre indifférent à l'issue matérielle du litige, mais comme nous l'avons déjà suggéré précédemment, il s'agit plus d'un système de droit mondial privé ou outre-national privé que d'un système de droit inter-national
national privé qui prendra en compte la diversité des ordres juridiques. En vérité, ainsi, nous allons voir, tous les systèmes pensés sur le mode du conflit de loi, donc au contraire du précédent, sont eux analysables au prisme de la neutralité à différence. Pensons d'abord au système type unilatéraliste. Assurément, pensé à la manière de Pierre Gotteau, il est neutre indifférent à l'issue matérielle du litige. Il peut également être qualifié de neutre dans un autre sens. Il peut être dit neutre égalitaire entre ordres juridiques, dans la mesure où il vise une répartition égalitaire des compétences entre les différents ordres juridiques. Quant au système type bilatéraliste, il est lui triplement neutre, ou du moins polaire. Il est assurément neutre indifférent à l'issue matérielle du litige. Par ailleurs, s'il est universel, il sera neutre égalitaire entre ordres juridiques, à mesure où il visera à répartir les compétences de façon égalitaire entre ces différents ordres juridiques. S'il n'est pas universel, il est plus discutable d'affirmer qu'il est neutre égalitaire entre ordres juridiques, mais du moins c'est certainement ce qu'il peut viser à faire, et quoi qu'il en soit, un tel système tend à mettre toutes les lois du fort et étrangère sur le même plan, et de ce point de vue-là, il y a une forme de neutralité-égalité, si ce n'est entre ordres juridiques, du moins entre lois. Enfin, le bilatéralisme peut être dit neutre libéral vis-à-vis des justiciables, puisque ceux-ci ne sont pas poursuivis par une multitude de lois qui potentiellement pourraient les atteindre, mais sont libres de se comporter dans un espace transfrontalier comme ils l'entendent, ne se verront appliquer qu'une seule loi en fonction de leur comportement. Passons au système type autonomiste, fondé donc sur le principe d'autonomie. Il est triplement neutre, mais de façon plus ambiguë cette fois. Assurément, il fait preuve de neutralité-indifférence. Quant à la neutralité-égalité entre ordres juridiques, il est possible de considérer qu'elle existe, mais force est d'admettre malgré tout que la répartition des compétences ne semble guère l'objectif d'un tel système, même si, quoi qu'il en soit, les lois sont toujours traitées sur un plan d'égalité. Enfin, s'il est possible de dire qu'un tel système autonomiste est neutre libéral vis-à-vis des justiciables, peut-être faudrait-il plutôt dire qu'il est neutre néolibéral, dans la mesure où la régulation des intérêts privés qu'il propose se fait au détriment de toute forme d'isonomie. Enfin, en ce qui concerne le système type récognitiviste, il est possible de dire la même chose. Il est assurément neutre indifférent, discutablement neutre égalitaire vis-à-vis des ordres juridiques, et probablement plus neutre néolibéral que neutre libéral vis-à-vis des justiciables, du moins formellement. En somme, à nouveau, le seul sens pertinent à retenir de la neutralité lorsqu'elle caractérise un système type de droit international privé au sens strict, c'est celui de l'indifférence à l'issue matérielle du litige, quand bien même, à nouveau, l'intensité de la notion serait d'intensité variable. Reste alors à se poser une question. Puisque la neutralité-indifférence à l'issue matérielle du litige caractérise toutes les règles de conflit de loi et plus largement tous les systèmes types de droit international privé, quel est son statut au sein du droit des conflits de loi? Dit autrement, qu'est la neutralité pour le droit international privé? Alors, plusieurs statuts sont envisageables, mais un seul mérite d'être retenu. La neutralité-indifférence ne saurait être la fin du droit international privé. Au mieux est-elle un moyen de parvenir à la fin du droit international privé, qui pourrait être, discuté d'ailleurs, mais la justice, en tout cas la justice de droit international privé. La neutralité ne saurait non plus être tenue pour une fonction du droit international privé, puisque le droit international privé ne cherche pas à fabriquer particulièrement de la neutralité, il cherche plutôt à réguler les intérêts privés ou répartir les compétences étatiques éventuellement. Il n'est guère pertinent non plus, me semble-t-il, de dire que la neutralité est une valeur. Nous avons déjà posé la question des valeurs, notamment à travers le triptyque illibéralisme, libéralisme, outre-libéralisme. Il pourrait être tentant également d'y voir un principe du droit international privé, mais encore une fois, je ne suis pas certain que la neutralité guide l'action du législateur qui agit en matière de droit international privé. Peut-être serait-il plus tentant d'y voir l'essence du droit international privé dans une perspective ontologique. Mais si la neutralité est de l'essence, autrement dit participe
de l'être du droit international privé, elle ne le définit pas en tant que tel, elle ne suffit pas à le définir. Et si on devait réfléchir à ce qu'est l'essence du droit international privé, pour peu que ce soit relativement difficile, il s'agirait plus certainement de l'autre avec un grand A que de la neutralité. En vérité, pour saisir ce qu'est la neutralité pour le droit international privé, il faut, me semble-t-il, se tourner vers la phénoménologie du droit, selon la démarche de Paul Amselec et selon la terminologie d'Adolf Reinhardt. De façon positiviste et nominaliste, il est pertinent d'affirmer, selon nous, que la neutralité-indifférence est l'un des fondements a priori du droit international privé, c'est-à-dire quelque chose sans quoi le droit international privé, international privé, encore une fois, n'est pas pensable. En somme, notre étude lexicographique de la neutralité, au sein de l'ensemble des règles et même des systèmes de droit international privé, a permis de montrer que la neutralité est donc un fondement a priori du droit international privé qui fonctionne comme un continuum d'intensité variable. Nous avons donc à présent changé de paradigme en droit international privé. Reste désormais à voir comment fonctionne ce continuum et quel domaine il recouvre. Alors, pour comprendre cela, nous proposons une échelle de la neutralité. Et si cette échelle mérite d'être expliquée conceptuellement dans un premier temps, elle mérite ensuite d'être appliquée au droit positif afin de tester sa pertinence. Alors, pour comprendre le fonctionnement de la dite échelle, au départ et au centre de laquelle se trouve la règle de conflit de loi bilatérale, il faut saisir deux choses, les critères de la dite échelle et ses enjeux. Alors, commençons par les critères, il y en a globalement trois. D'abord, la nature des règles. Plus une règle est primaire, moins elle est neutre. Autrement dit, une règle primaire est nécessairement moins neutre qu'une règle secondaire. Deuxième critère, la fonction générale des règles. Une règle prescriptive est nécessairement moins neutre qu'une règle habilitante. Dernier critère, le rôle de l'État est celui des individus dans la production du droit. Plus le rôle de l'État est important, moins la règle est neutre, tandis que plus le rôle de l'individu est important, plus la règle est neutre. Toujours évidemment pour chaque critère du point de vue du législateur. En somme, à partir de tels critères, il est possible de proposer l'échelle de la neutralité suivante. La règle la moins neutre, qui ne l'est d'ailleurs pas du tout, c'est la règle matérielle de droit international privé. Très légèrement neutre, c'est la règle de conflit de loi unilatérale. Un peu plus neutre, la règle de conflit de loi à coloration matérielle. Puis, au centre de l'échelle, voie moyenne si l'on veut, se trouve la règle de conflit de loi classique, bilatérale, savinienne. Plus neutre, la règle fondée sur le principe d'autonomie. Plus neutre encore serait la règle fondée sur l'admission de situations sans loi. Et enfin, règle la plus neutre du point de vue du législateur, la règle de reconnaissance. Une fois saisis les critères de l'échelle de la neutralité, il faut percevoir quels en sont les enjeux. Il y a d'abord des enjeux juridiques. La source du droit est-elle plutôt publique ou plutôt privée? Et corrélativement, l'auteur du droit est-il plutôt public ou plutôt privé? Il y a également des enjeux politiques. Les intérêts défendus sont-ils plutôt publics ou plutôt privés? La justice recherchée est-elle matérielle ou formelle? Autre enjeu, la doctrine politique de l'État est-elle plutôt l'étatisme ou le libéralisme? Et enfin, la philosophie politique de la société est-elle plutôt communautarienne ou libertarienne? En somme, voici comment résumer les enjeux de notre échelle de la neutralité des règles de droit international privé. À une moins grande neutralité-indifférence que celle portée par la règle de conflit de loi bilatérale correspond une vision du droit qualifiable de publique, collective, étatiste, communautarienne et fondée sur l'idée de justice matérielle. À une plus grande neutralité correspond au contraire une vision du droit qualifiable de privée, d'individuelle, de libérale, de libertarienne et fondée sur l'idée de justice formelle. À présent, il est possible finalement, de tester la pertinence de notre échelle sur le droit international privé positif. À étudier le droit international privé positif, on constate que tous les types de règles sont utilisés par le législateur, c'est-à-dire que ce dernier
a recours à l'intégralité du continuum de la neutralité pour trancher les litiges internationaux. 4 remarques principales méritent d'être faites si l'on veut synthétiser les résultats de la mise en application de la dite échelle. Premièrement, le législateur a fait le choix d'un système non homogène de droit international privé, puisque tous les types de règles sont utilisés, de la moins neutre à la plus neutre, des règles matérielles internationales aux règles fondées sur la reconnaissance. Deuxièmement, le bilatéralisme semble partout présent, même dominant dans toutes les matières du droit international privé, même s'il est de plus en plus contesté par des règles en général toujours plus neutres, comme celles fondées sur le principe d'autonomie et celles fondées sur l'idée de reconnaissance. Troisièmement, la question de la neutralité se pose sans surprise uniquement pour les litiges privés internationaux, ceux donc qui relèvent du conflit de loi, et donc pas pour les litiges de droit pénal ou de droit fiscal. Mais il faut noter également que tous les litiges privés internationaux ne sont pas, ou plus forcément, concernés par le droit international privé. Par exemple, dans les situations intra-unionistes, les conflits de loi, et donc avec eux la question de la neutralité, ont presque disparu en matière de protection des données. Quatrièmement, la mise en œuvre de l'échelle de la neutralité n'épuise en rien, en vérité, les querelles concernant la meilleure façon de résoudre les litiges privés internationaux. En effet, si l'éclairage formel apporté par l'analyse des méthodes de résolution des conflits de loi au prisme de la neutralité permet de mieux comprendre l'intérêt des querelles méthodologiques et des enjeux qui en découlent, c'est en dernier ressort le fond du droit qui importe. D'ailleurs, ce n'est pas parce que l'échelle de la neutralité correspond formellement à une échelle du libéralisme qu'il y a toujours adéquation entre les valeurs formelles posées par une règle et les valeurs matérielles qui sont les siennes. Par exemple, les règles matérielles internationales, formellement non neutres et ainsi illibérales, sont en revanche très souvent matériellement libérales. Autre exemple, et à l'inverse, les règles fondées sur la reconnaissance, qui sont formellement outre-libérales, sont en revanche destinées à un objectif bien moins néolibéral qu'il n'y paraît, à savoir la permanence des solutions et la préservation de l'unité de l'identité des personnes. Quelques très brefs mots en guise de conclusion. C'est l'analyse généalogique du concept de neutralité de la règle de conflit de loi qui nous a conduit à d'abord déconstruire le mythe qu'elle charriait, à savoir l'assimilation de la neutralité-indifférence à la neutralité axiologique. Et ce n'est qu'une fois ce travail scientifique effectué que nous avons pu, en juriste, proposer ensuite un nouveau modèle d'analyse du droit international privé dans son ensemble, fondé sur l'idée de neutralité-indifférence. C'est ainsi que nous avons pu construire un nouveau paradigme de la neutralité en droit international privé. Espérons que, grâce à ce travail autour de la règle de conflit de loi classique et plus largement autour du droit international privé, travail qui se voulait scientifique, positiviste, réaliste et analytique, le législateur, c'est-à-dire nous tous en définitive, pourront, en meilleure connaissance de cause, faire les choix juridico-politiques de droit international privé qui lui sembleront les meilleurs.